Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravie de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 novembre et vous allez peut-être en profiter pour emmener vos enfants à la plage cet après-midi. L'occasion pour nous d'évoquer la qualité de nos eaux de baignade. Avec la présence des algues sargasses sur nos côtes, on peut donc se demander si prendre un bain n'est pas sans danger pour notre organisme. Le syndicat pour la mise en valeur des plages et des sites touristiques de Guadeloupe se veut plutôt rassurant. Le reportage d'Éric Pommier. À carte postale exceptionnelle, qualité des eaux d'exception en Guadeloupe. Selon un rapport présenté en 2013 sur le profil des plans de baignade, il en est ressorti que 98% des eaux de baignade contrôlées sont de bonne qualité. Aujourd'hui, le syndicat pour la mise en valeur des plages et des sites touristiques de Guadeloupe parle d'un chantier en cours. Les données seront donc connues ultérieurement. La procédure est minutieuse. C'est une obligation que nous fait l'Europe, et via l'Europe, donc aujourd'hui l'État, d'être non seulement en conformité, mais de savoir qu'est-ce qui peut impacter aujourd'hui une eau de baignade, que ce soit rivière ou plage. L'enjeu est très important. Nous devons aujourd'hui avoir une réaction proactive, une gestion proactive des plages, puisque en cas de pollution, le maire doit se porter garant. Donc il faut aujourd'hui que nous sachions qu'est-ce qui peut polluer la plage. Ça peut être des égouts, ça peut être de l'eau de ruissellement de pluie, ça peut être tout autre type de pollution. Aujourd'hui, il s'agit de ça. L'étude se déroule en 3 phases. La première est l'état des lieux. Suivront les phases diagnostic puis l'action pour finaliser l'étude, d'autant plus que le phénomène sargasse s'est invité depuis près d'1 an, conséquence que doivent prendre en considération le CIPS. Une plage atteinte par les sargasses, normalement, doit être fermée, puisque, pas fermée définitivement, mais le temps que le ramassage se fasse. Et ça permet aussi aux clients d'avoir une meilleure visibilité, parce qu'aujourd'hui, avec cette vision proactive, bien sûr, il faut pouvoir mettre en place des outils de communication performants. On a aujourd'hui tout ce qui est nouvelle technologie de la communication qui peut nous permettre d'être beaucoup plus en lien, en direct avec le public. Il s'agira pour nous de dire, voilà, les sargasses arrivent sur telle plage, n'allez pas à tel endroit pour l'instant. Vous pouvez par contre aller en rivière ou aller sur une autre plage à proximité, non atteinte. La Guadeloupe, terre de baignade référence, le CIPS se veut rassurant. Pour le rester, selon lui, une seule action, l'interaction, autrement dit, bien maîtriser l'environnement direct. Un tout autre sujet à présent, les programmes européens ont été longuement évoqués hier lors du premier comité régional unique de programmation des fonds européens pour la période 2014-2020. Le comité doit se réunir une fois par mois pour faire le point sur l'attribution des subventions européennes. Hier, 38 dossiers représentant un budget d'un peu plus de 21 millions d'euros ont été étudiés. Les explications d'Anne-Elisabeth Artsen. 1 milliard d'euros. C'est le montant des fonds européens alloués au développement économique et social du territoire guadeloupéen pour la période de 2014-2020. Pour la première fois, le comité régional unique de programmation a attribué des subventions européennes aux porteurs de projets guadeloupéens sous l'égide de la directrice des affaires européennes. Nous, on est un petit peu les gardiens du temple, si vous voulez, de bien vérifier que les projets qui sont présentés sont conformes à la réglementation européenne et ne risquent pas à un moment d'être contrôlés comme pas bons par la Commission. Donc voilà, nous, notre rôle à la direction des affaires européennes, c'est de mettre en place tous les circuits et de vérifier que les projets qui sont présentés sont bien conformes à la réglementation. Les 38 projets présentés répondent aux exigences européennes en matière d'attribution de fonds, mais également aux besoins économiques de notre département, comme celui présenté par le recteur. Les projets qui ont été déposés, c'est un projet qui a été déposé par le GIP Défi qui relève du rectorat de Guadeloupe, de l'académie, et donc qui est entreprendre en lycée, et qui est un projet qui va être mis en place dans les différents lycées de Guadeloupe, pour justement sensibiliser les jeunes à la création d'entreprises, voir comment fonctionnent les entreprises, et puis à terme, en espérant qu'un certain nombre de jeunes auront l'idée d'entreprendre et de créer une entreprise dans les années à venir. Voilà. Donc ça contribue à la formation des jeunes, ça contribue aussi au développement économique du territoire, et puis susciter de l'envie des jeunes guadeloupéens. Plus largement, divers secteurs d'activité sont également concernés par l'attribution de subventions européennes. Sur les 38 projets, globalement, il y a eu des dossiers de rénovation d'hôtellerie, de certains hôtels.
pour des dossiers très importants, de plus de 5 à 6 millions d'euros. Donc il y a des subventions pour plus de 1,4 million € pour un groupement hôtelier. Il y a eu beaucoup de dossiers de formation, il y a des dossiers d'innovation, beaucoup de dossiers de recherche pour le CIRAD, pour l'INRA, pour les centres de ressources biologiques. Bref, l'Europe fait de la recherche, de l'innovation un axe fort. Donc nous devons développer et donc soutenir cela. Tous les derniers vendredis du mois, ce comité régional unique de programmation impliquant la région, le conseil départemental et la préfecture se réunira pour les attributions de fonds européens conformément à l'adoption des programmes FEDER du 18 décembre dernier. Et on va continuer à parler de l'Europe avec les journées de la coopération européenne dans la Caraïbe. Elles se déroulent simultanément en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Martinique et en Guyane. C'est dans le cadre du programme Interreg Caraïbes. Plusieurs projets de coopération vont être présentés jusqu'à samedi. Ce matin, par exemple, sur le campus de Fouillol, comme vous le voyez sur ces images de Patrick Curie, il était question des risques naturels marins dans les Antilles avec le projet Tsunaoul, un projet scientifique qui vise à coordonner et renforcer les politiques de prévention et de gestion des risques naturels. L'Assemblée nationale a approuvé hier soir le budget des Outre-mer pour l'année 2016, un peu plus de 2 milliards d'euros. Poste le plus important, les exonérations de charges sociales qui dépassent les 1 milliard d'euros. De son côté, le député maire de Bémao, Harry Chalus, a interpellé la ministre des Outre-mer sur le FIBDOM. Il s'agit du Fonds d'investissement de proximité. Les précisions de Karine Gielman. Sous couvert de rhétorique, lourdeur administrative et de querelles de chapelle sur lesquelles est souvent revenue la ministre des Outre-mer lors de la commission élargie du 26 octobre, le budget 2016 a été sans surprise adopté. Le dossier tant attendu, celui des exonérations de charges sociales patronales, représente ainsi 54% du budget, soit 1,150 milliard d'euros. Une baisse de 81 millions. Un autre sujet a été évoqué, le FIDOM, un fonds existant mais délaissé. Ces fonds ne se développent pas depuis 2011. 6 fonds seulement ont été créés, dont un seul en 2015, et collectent une épargne quasi confidentielle. La raison de cette sous-performance me semble liée à la souscription restreinte aux seuls domiciliés fiscaux outre-mer, ce qui limite considérablement le volume des fonds susceptibles d'être collectés. Afin qu'ils puissent remplir son objectif et financer les fonds propres des PME ultramarines, j'ai déposé un amendement pour ouvrir la souscription à l'ensemble des contribuables français, car l'étroitesse de l'assiette de collecte semble pénaliser ce dispositif. Une vision que ne partage pas la ministre des Outre-mer, étant donné les mesures annoncées telles que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, fixé à 9% contre 6% dans l'Hexagone, et d'un équivalent au CICE à 12% pour les secteurs dits exposés, entre autres le tourisme, les transports, l'agroalimentaire ou encore les nouvelles technologies. On souhaite essayer de clarifier, de simplifier les choses. Donc à la limite, moi je veux bien qu'on relance le FIBDOM puisqu'il ne marche pas très bien. Bon. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer d'avoir un outil simple qui s'applique d'une manière globale, plutôt que essayer de relancer des petits fonds qui ne marchent pas très bien. Le CICE, par exemple, tout ça, on a essayé de faire des choses qui soient les plus simples possibles. Donc, essayons de faire en sorte de ne pas rajouter des éléments qui soient intéressants, mais qui sont un peu annexes et qui, me semble-t-il, n'apportera pas beaucoup d'argent tout en amenant de la complexité. Mais le cas échéant, on peut en reparler si vous voulez. Simplifier et clarifier la situation des entreprises outre-mer, le rendez-vous est pris, affaire à suivre. Et politique toujours avec justement le député maire de Bémao, Harry Chalus, soutenu pour les régionales 2015 par le président de l'Union des démocrates et indépendants, Jean-Christophe Lagarde. Arrivé hier après-midi en Guadeloupe, le président de l'UDI a notamment rencontré des agriculteurs à Saint-Tro ce matin. Il devait également rencontrer ce matin l'association des MPI de Guadeloupe, les moyennes et petites industries, un rendez-vous qui a été annulé. Politique encore, avec la conférence de presse de Guy Losbar la semaine dernière. Jocelyn Sapoti est sorti de son silence hier. Le président de la communauté d'agglomération du Nord-Bas-Terre s'est exprimé au sujet des accusations de son prédécesseur. On rappelle que le maire de Petit-Bourg accuse la CANBT de ne plus assurer les services dont elle a la compétence. Jocelyn Sapoti s'en défend. Les précisions de Muriel Barlagne.
Selon Jocelyn Sapoti, l'actuel président de la communauté d'agglomération du Nord-Basse-Terre, Guy Losbar, son prédécesseur, est bien responsable des dysfonctionnements que rencontre la collectivité aujourd'hui. Contrairement à ce que le maire de Petit-Bourg a déclaré la semaine dernière à l'occasion d'une conférence de presse, il serait bien à l'origine du déficit affiché par celle-ci. Les deux derniers comptes administratifs, 2013 et 2014, ont été votés très largement positifs, celui de 2014 avec plus de 17 millions d'euros. Il faut rappeler que nous avions mis en place un plan pluriannuel d'investissement qui permettait donc des investissements sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, c'est fort de cette situation financière excellente qu'on a pu constater une augmentation du personnel de plus de 30% et des dépenses donc, de fonctionnement qui nous permettent donc d'aboutir à la situation d'aujourd'hui. Monsieur Losbar a entamé en 2013 30 millions d'euros d'investissement. La CNBT ne pouvait en payer que 21 millions d'euros. Il en manque bien 8 millions d'euros au moins. Parmi les nombreux points abordés ce matin, le problème des transports qui ont été interrompus à Petit-Bourg et celui des encombrants qui ne sont pas ramassés dans plusieurs communes relevant de la CANBT. Là encore, Jocelyn Sapoti pointe du doigt Guy Losbar. Aujourd'hui, j'ai des impayés, j'ai des entreprises qui me courent après, qui ont travaillé pour la CNBT depuis 2012 dans le domaine essentiellement des déchets, avec des factures impayées de 2012, de 2013 pour plus d'1 million d'euros, oui, et qui ont été à l'origine du dysfonctionnement et que je suis en train de régulariser. J'aurais pu mettre ça sur la place publique. Il y a des choses qui se sont passées dans le transport que j'aurais pu mettre sur la place publique. Vous savez, oui, j'ai arrêté le transport à Petit-Bourg. Pourquoi? Parce qu'il y avait à Petit-Bourg, bien sûr, un groupement de transporteurs qui transportaient des passagers dans des conditions totalement illégales. Ces transporteurs-là n'avaient pas de licence. Selon le président de la CANBT, ces différentes difficultés seraient en passe d'être résolues. Le service des transports doit reprendre le 9 novembre. Des nouveaux marchés sont en train d'être attribués pour le ramassage des encombrants et des déchets verts. Quant au déficit, Jocelyn Sapoti a tenu à rappeler que la CANBT s'est positionnée contre une hausse des impôts. Aujourd'hui, c'est le préfet qui pourrait en décider autrement. Information pratique, on va faire le point maintenant sur vos coupures d'eau. Depuis hier, la distribution de l'eau potable est perturbée dans plusieurs secteurs de Petit-Bourg, Carrère-Bas, Carrère-Haut ou encore Montebello. Le retour à la normale est prévu aujourd'hui en début de soirée. Et puis si vous habitez à Sainte-Anne et Saint-François, des manques d'eau se font ressentir depuis 7 heures ce matin en raison de lavage de réservoirs. Retour à la normale également prévu en fin de soirée aujourd'hui. On en vient à l'actualité dans notre grande région, des fleurs en plein désert du Chili, le groupe Hilton qui va investir dans l'île de la Dominique ou encore la Barbade qui s'ouvre vers l'Amérique du Sud. Voici la Minute Caraïbe. Au Chili, une gigantesque étendue de fleurs colorées tapisse actuellement le sol le plus aride du monde, celui du désert d'Atacama au nord du Chili. Un phénomène cyclique dû au redouté El Niño qui ravit spécialistes et touristes. Des milliers d'espèces de fleurs jaunes, rouges, blanches ou violettes ont inondé de couleurs cet immense espace généralement sec et désertique. Ce phénomène très rare a été rendu possible grâce aux pluies records qui se sont par ailleurs révélées dévastatrices et meurtrières pour le pays. L'écosystème qui était resté en sommeil pendant plus de 18 ans a été stimulé par l'humidité, attirant des oiseaux, des insectes, des lézards et des rongeurs. Un spectacle bénéfique pour la région qui enregistre une augmentation de près de 40% de la fréquentation touristique. Le groupe Hilton Worldwide ouvrira un hôtel à Salisbury en Dominique. Le Serenity Beach Resort ouvrira ses portes en 2018 et vise une clientèle d'affaires. L'hôtel de luxe sera commercialisé sous la marque Curio du groupe Hilton, créé pour les voyageurs en quête de découvertes locales et d'expériences authentiques. L'ensemble hôtelier comprend 60 villas de 1 à 2 chambres, accessibles par un chemin de plage privé. La Dominique devra donc bénéficier de la commercialisation de la marque Hilton et de son programme de fidélisation pour attirer de nombreux touristes. Après le Keeping Key Resort, c'est le deuxième ensemble hôtelier de luxe qui investit la Dominique. À la Barbade, la compagnie colombienne Avianca desservira la Barbade en vol direct
tous les mercredis et samedis à partir du 2 décembre prochain. Un partenariat de commercialisation des vols a été mis en place par le ministère du Tourisme barbadien et la compagnie aérienne colombienne afin de mieux faire connaître la destination caribéenne. Avec cette nouvelle desserte aérienne bi-hebdomadaire, la Barbade s'ouvre à l'ensemble de l'Amérique latine grâce aux connexions des vols avec les plus grandes capitales d'Amérique du Sud comme Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santiago du Chili, Buenos Aires, Panama, Mexique ou Lima. L'Amérique latine fait partie des régions les plus fortement émettrices de touristes avec 16% de part de marché en 2014. Culture avec la jeune génération du Gros Cas à l'honneur ce soir lors d'une table ronde au Fort Fleur d'Épée. 3 jeunes musiciens vont défendre les pratiques et les codes du Cas. Parmi eux, David Dorinas. Son portrait est signé Karine Gielman. Nouvelle génération de musiciens de Gros Cas sur le devant de la scène. David a commencé tard à jouer du Gros Cas, 25 ans. Mais depuis, à 38 ans, c'est devenu un art de vivre. Vivre Gros Cas, c'est déjà jouer de son instrument tous les jours. C'est aussi... comment vous dire ça? Avoir le respect de la musique qu'on joue, parce qu'à travers le Gros Cas, moi je pense que qu'on a, c'est aussi la mémoire de nos ancêtres. Donc parce que pour moi le Gros Cas c'est déjà une musique de militant. C'est d'être militant, par un militant déjà, un militant culturel. C'est beaucoup de choses. Un art de vivre qui se complète évidemment avec un instrument, le Cas, et une relation particulière avec son fabricant. Initialement, j'ai pris la tâche que d'avoir l'avis de l'utilisateur, parce que chaque utilisateur a une attente. Quand bien même on peut avoir 2 marqueurs ou même 3 marqueurs, ils ont des attentes différentes. Il y a d'autres qui aiment des sons très très aigus, d'autres qui aiment un peu plus mat. Alors il faut quand même prendre la tâche de ces gens-là pour pouvoir répondre mieux. Pour le musicien? Mais oui, effectivement, parce qu'en fait, par rapport à la peau et puis à la main de l'utilisateur, chaque personne a une sensibilité différente et préfère jouer sur une peau plus fine ou un tambour plus grand ou plus petit, ou ça dépend de l'utilisateur. Donc effectivement, la relation entre le fabricant et l'utilisateur est importante. Pas de renouveau musical, mais bien un retour aux sources, avec toutefois des textes bien à eux. Longtemps mis de côté par les jeunes, le Gros Cas reprend sa place. Un art d'expression, que ce soit des mots du quotidien que des problèmes de société. Bon, mais si moi, on a pour la santé bon même, enfin, il est belle parce qu'il n'a pas parti, mais moi, là toujours. Marilyn Dahomey, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes collecteur à la médiathèque Caraïbes. On va parler bien sûr de ce débat qui aura lieu ce soir. Juste quelques mots sur votre métier qui est assez insolite quand même. Alors je travaille à la médiathèque Caraïbes du conseil départemental de la Guadeloupe et effectivement je suis collecteur depuis une dizaine d'années. Collecteur, c'est-à-dire que je vais collecter les témoignages des anciens sur nos traditions musicales, de danse, etc. Donc vous rencontrez tous les jours, j'ai envie de dire, donc des musiciens Je suis en contact très souvent avec les musiciens et les danseurs aussi. Alors c'est quand même un monde assez masculin, j'ai envie de dire. Est-ce que la femme a quand même réussi à faire sa place dans ce monde? C'est un monde masculin depuis quand je ne sais pas, mais dans l'histoire, on a rencontré des témoignages décrivant des scènes où il y a des femmes qui chantent. Donc c'est vrai qu'actuellement c'est un milieu qui est très masculin, mais c'est vrai aussi que depuis une dizaine d'années, les femmes sont de plus en plus présentes et on voit beaucoup de jeunes femmes actuellement, comme les femmes de Kalbaska ou bien des femmes Kika. On voit des jeunes femmes qui émergent et ça, c'est magnifique. La nouvelle génération du Gros Cas, justement, il en sera question ce soir. Est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée? Moi, je dirais que la relève est assurée. Oui, je pense qu'elle est fortement assurée. Ce qui me pousse à dire ça, c'est que cette année, par exemple, il y a 3 albums qui sont sortis, dont l'album de 700 Atto, et ce sont tous des créations. Ce sont des jeunes qui jouent, qui chantent, qui composent, qui dansent, qui marquent, qui sont assez brillants, je dirais, dans la pratique du Gros Cas. Et ça, c'est ce qui nous fait dire que la relève est là.
Alors, est-ce qu'ils apportent quand même leur petite touche personnelle, une touche de modernité peut-être? Ils apportent une touche de modernité, une touche de jeunesse, je dirais. Par exemple, nous avons quelqu'un comme Jokaël Méry qui sera avec nous ce soir, qui fait partie du groupe 700 Atto. Mais il compose, et même sur sa manière de jouer, il a une manière très innovante de marquer. Il n'est pas le seul dans le groupe. Vous voyez, chacun a sa touche personnelle. Donc, David Dorinas aussi a sa touche personnelle, qui est très ancrée quand même dans le style Akio, mais qui apporte sa touche personnelle. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour le Groka de demain. Une dernière question par rapport donc à cette conférence débat qui a lieu ce soir. Quel est le but recherché? Alors, il faut savoir que la Médiathèque Caraïbe organise souvent des débats autour du Groka, autour de nos pratiques. L'année dernière, on a eu un débat autour du Grappa Congo, par exemple. Donc, c'est souvent qu'on s'interroge sur nos traditions et qu'on essaie de faire avancer le débat. Donc là, c'est vraiment une manière de faire avancer le débat sur le Groka et aussi de faire découvrir cette génération qui est là, qui est à côté de nous et qu'on ne connaît pas en fait. On dit toujours que les jeunes, ils ne savent rien faire. On a toujours un regard très négatif sur les jeunes. Là, c'est une occasion d'aller à leur rencontre et surtout d'entendre leur discours, d'entendre ce qu'ils pensent de leur culture, ce qu'ils pensent de leur identité culturelle. Donc voilà, ça sera ça ce soir. Donc cette jeune génération qui sera au Fort Fleur d'Épée, ce sera à partir de 19h. De 19h. Merci en tout cas, et on Maryline. invite vraiment toutes les écoles, en particulier toutes les écoles, à venir assister, participer, pas assister mais participer. Un rendez-vous est pris donc à 19h au Fort Fleur d'Épée. Merci Maryline Daomé d'avoir été sur le plateau d'Alizé. Je rappelle que vous êtes collecteur à la Médiathèque Caraïbe. On va parler brièvement de sport en voile au 4e jour de la course mini Transat Île de Guadeloupe. Les premiers skippers sont actuellement au nord des îles du Cap-Vert. Le seul Guadeloupéen en lice, Carl Chipotel, lui, était 35e au dernier pointage. Avant de se quitter, nous allons comme chaque midi jeter un coup d'œil sur votre carte pour cet après-midi. Le temps, donc il y aura des éclaircies accompagnées tout de même d'averses sur la Désirade ainsi que dans le sud Basse-Terre. Les températures maximales seront comprises cet après-midi entre 28 et 30 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Une édition, je vous le rappelle, que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous allez retrouver une météo plus détaillée de notre région. Vous aurez ensuite rendez-vous avec l'information nationale et internationale, le journal de TF1, suivi de petits secrets entre voisins. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour votre actualité locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.